quels sont, selon vous, les besoins en matière de communication lorsqu'il est question de prévention des risques? Et vous aurez une période de questions, vous aussi, donc n'hésitez pas à prendre vos questions en note. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui. On va le faire selon pas tout à fait la méthode qu'on nous a proposée, 5 minutes chaque question. Et après ça, il y a la période de questions. Ça, c'est un beau modèle. On va plutôt faire une espèce de point de base sur chacune des 3 questions qui nous ont été soumises. Et on va se garder un petit peu de temps pour échanger entre nous sur ce qu'on a dit ou compléter ou contester ce que l'un ou l'autre a dit. Et puis, on va passer à la deuxième question avec le même modèle et tout. Vous pouvez aussi intervenir avec vos questions en cours de route, ne vous gênez pas, mais de toute façon, on garde la même période que celle qui était prévue à la fin pour répondre aux questions et aussi et surtout interagir et débattre un peu s'il y a des questions de contestation sur quoi que ce soit qu'on a dit. Et je vais commencer par faire poser un premier point qui risque de devoir susciter la contestation. J'ai découvert tantôt, de la part de notre animatrice préférée aujourd'hui, que nous étions dans la section prévention et que demain, c'est intervention, puis après ça, c'était rétablissement. Moi, je le découvrais, là. Et on s'en est parlé. Et pour moi, prévention, intervention, préparation, rétablissement, ce n'est pas 4 phases qui se succèdent dans le temps. Ce sont 4 dimensions d'une même réalité qu'on appelle le processus de gestion de la sécurité civile. Donc, oui, on peut parler de prévention après-midi, mais on va certainement déborder puisque dans nos préparations, dans nos discussions, nous n'avions pas fait cette distinction aussi stricte que celle-là. Mais comme la prévention est transversale sur tout le long, on peut se dire, dans le fond, qu'en parlant en prévention, ça s'applique à n'importe quelle dimension de la sécurité civile. Et ce n'est pas parce qu'on est en état de gestion d'une catastrophe magistrale que la prévention ne joue pas un rôle fondamental pour éviter l'aggravation, pour éviter que les citoyens ne prennent pas les précautions spécifiques qu'ils doivent prendre par rapport à des dangers qui n'étaient pas prévus dans le processus de prévention et pour lesquels ils ne sont pas préparés, et ainsi de suite. Alors, c'est un peu mon premier point. Pour chacun d'entre nous, on a quelques idées à vous lancer. Je vais vous lancer rapidement les miennes. Quels sont les besoins en communication des risques? La première chose qui m'interpelle, surtout par rapport à ce qui nous a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut s'accrocher en quelque part. Vous allez entendre parler de communication des risques après-midi avec beaucoup de monde demain. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de normatif qui fait qu'on peut dire, là, on s'accroche en quelque part, puis quand on parle de communication des risques, on a une norme. Et la norme, c'est la norme ISO 31000. Et cette norme dit une chose, elle dit beaucoup de choses. Mais je ne m'étendrai pas pour le moment sur le sujet. Cette norme dit tout se passe dans un continuum, dans le processus des supposées 4 phases ou des 4 dimensions. Et la communication des risques est présente tout au long du processus. Et il n'y a pas de communication de risque s'il n'y a pas de processus de gestion de risque auquel elle s'accroche et s'attache bien solide. Sinon, ça peut être de la communication en rapport avec des risques, mais ce n'est pas spécifiquement destiné par rapport à une gestion de risque et à des risques dont il faut parler. Alors, c'était pour vous la mentionner, la fameuse norme ISO 31000, parce que s'il y a des gens qui veulent avoir quelque chose de plus normatif, ça va être intéressant. En tant que président du comité scientifique du risque, je pense que la base sur la science est fondamentale pour qu'on puisse faire de la communication de risque. Ça se dit tout seul ou presque. Que les interlocuteurs qui la font soient crédibles. Ça aussi, je pense que c'est important.
On a une tendance naturelle à contester tout le monde à peu près dans la société quand ils parlent, hein, les politiciens, etc. Alors, sauf son médecin ou les pompiers, quand ils nous disent de sortir, le feu est pris, en général, on est capable d'être assez sceptique. On veut aussi, on se préoccupe de ça au risque, percer le mur de façon efficace, le mur de la désinformation et de la mésinformation qui circule librement, qui s'amuse à nous à nous jouer des tours, à créer des faux débats, parce que des fois, c'est des débats entre la réalité et la fiction. Ensuite, on veut induire par la communication des risques des comportements préventifs et adaptés en évitant la stigmatisation des personnes par des prescriptions moralisatrices. Vous remarquez comment est-ce que c'est, moi, ce qui me frappe le plus, c'est la fameuse publicité de Équiterre, dont j'ai le bonheur de faire partie d'ailleurs, qui a décidé que tout propriétaire de VUS est un méchant pollueur par définition. Pourquoi parler en des termes comme ceux-là, c'est-à-dire essayer de regrouper les gens parce qu'ils ont la propriété de ceci ou ils ont tel comportement ou quoi que ce soit, et on les regroupe et ça devient des cibles qui font automatiquement débat, des fois faux débat, parce que les choses ne sont pas aussi claires qu'elles devraient l'être. Et finalement, j'ai une bonne préoccupation dans ma pratique antérieure à la Ville de Montréal comme directeur de la sécurité civile de s'intéresser à la communication pour les personnes qui ont des handicaps fonctionnels. Toutes les personnes qui ont des handicaps fonctionnels ont par définition une vulnérabilité plus grande à quelque risque que ce soit. Et aussi, bien intégrer les nouvelles technologies dans nos communications parce que les technologies nous rattrapent, qu'on le veuille ou non, de toute façon. Bien, super, je vais enchaîner là-dessus. Donc, en termes de besoins en matière de communication des risques, je pense qu'un des besoins fondamentaux qui a été verbalisé quand on a fait des recherches auprès de notamment décideurs municipaux, c'est d'avoir davantage de moyens de communication pour parler des méthodes scientifiques qui sont utilisées pour en arriver à nos codes de risque, à nos taux, à nos pourcentages. C'est des données qui peuvent être pas nécessairement bien comprises ou des méthodologies. Et ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'on communique sur le risque avec des données scientifiques qu'on ne maîtrise pas nécessairement comme décideur municipal qui a décidé de s'approprier, par exemple, des informations ou des résultats de recherche, bien, on court le risque d'éveiller la méfiance chez les gens. Parce que si on ne comprend pas la méthodologie qui a été utilisée, mais qu'est-ce qui nous empêche de penser que ce n'est pas repris à des fins politiques? On n'utilise pas les données scientifiques pour servir en fait des visées autres que celles de la sécurité publique. Donc, de communiquer davantage sur les méthodologies, sur les approches scientifiques qui sont utilisées pour même définir puis identifier le risque, je pense que c'est la première étape pour établir un climat de confiance qui met la table pour ensuite pouvoir communiquer davantage efficacement par rapport au risque. Un autre besoin, je pense, c'est d'aller chercher des méthodologies de représentation du risque qui comportent un aspect participatif, que ce soit par des systèmes d'information géographique collaboratifs ou des choses comme ça. Pourquoi? Ça permet notamment de responsabiliser puis de favoriser la mobilisation puis l'implication des personnes qui ensuite vont devoir prendre des décisions à l'aide de ces outils-là. Là, c'est sûr que je pense beaucoup aux cartes d'inondation. Mais aussi, ça nous permet d'aller chercher des informations qu'on n'aurait pas autrement sur les vulnérabilités du terrain puis du milieu, des choses que seulement des personnes qui sont impliquées vraiment dans une perspective locale peuvent venir donner comme information, que ce soit autant les décideurs ou les experts municipaux, mais aussi des membres de la population. Donc, quand je parle d'approche participative ou d'outils participatifs, c'est jusque dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire participer, donc que ce soit les décideurs, mais aussi les scientifiques et la population dans des représentations du risque qui comportent toutes sortes de perceptions puis de perspectives qui peuvent être différentes. Et finalement, ce serait de trouver des moyens plus officiels de canaliser les forces vives des milieux
qu'on pourrait utiliser en temps de crise, mais aussi pour prévenir, donc dans phase de prévention, pour pouvoir parler du risque. Donc, que ce soit par exemple des organismes de bassin versant qui ont déjà un contact avec les riverains d'un cours d'eau, pourquoi pas utiliser ces canaux-là pour aller communiquer par rapport au risque? Pourquoi pas aller utiliser par exemple des leaders de groupes culturels ou de groupes religieux pour aller communiquer par rapport au risque d'une façon qui est peut-être plus à même d'aller chercher un engagement de la part de la population. Donc, vraiment d'aller utiliser ce qu'il y a déjà sur place, autrement que les canaux officiels seulement. Ce que ça permet aussi, c'est d'organiser une certaine forme de réponse citoyenne en matière d'intervention. Là, c'est sûr que je viens de dépasser du cadre de la prévention, mais je pense notamment au cas des inondations qu'il y avait eu à Calgary, où est-ce que les bénévoles citoyens qui spontanément voulaient offrir leur aide pouvaient le faire par le biais de la plateforme Twitter à l'époque. Et toutes les publications qui étaient faites étaient reprises par le compte de la police de Calgary pour pouvoir organiser puis distribuer, dans le fond, les personnes qui volontairement venaient s'offrir comme bénévoles. Ce qui est quelque chose qui a été fait pour ne pas dédoubler, dans le fond, les efforts des autorités, mais permettre aussi aux gens qui ont la capacité puis la volonté de s'impliquer puis de pouvoir se sentir donc outillés à faire face aux risques, à mitiger les conséquences, à aider, à donner donc leur contribution à l'effort pour répondre à la situation de crise. Bien, ça permet donc d'aller chercher ces gens-là. Il n'y a pas beaucoup de façons, on est un peu allergique à ça. On se dit, ah, mais là, si on embarque la population, ça devient compliqué, les gens vont y aller, puis tout ça. Il devrait y avoir, je pense, une réflexion par rapport à comment est-ce qu'on fait. On veut responsabiliser les citoyens, mais on leur donne des responsabilités sans vraiment leur donner le moyen de participer à un effort plus global, plus coordonné de réponse aux risques qui, je pense, devrait donc peut-être être une réflexion qu'on devrait avoir par rapport à la façon dont on s'organise en matière de communication. Aussi, Jean-Luc Bernard a parlé de prescription moralisatrice, donc de ne pas arriver puis de dire aux gens, mais voici ce que vous devriez faire, mais davantage leur expliquer de quelle façon on est arrivé à évaluer le risque pour leur permettre d'évaluer eux-mêmes quelle réponse est la plus appropriée. Donc, plutôt que de leur donner une réponse, une solution à appliquer, leur donner plutôt le cadre de référence pour qu'eux-mêmes puissent faire le chemin d'évaluer le risque, ce qui fait en sorte qu'on adopte les mesures à appliquer de façon beaucoup plus volontaire et beaucoup plus naturelle si c'est nous-mêmes qui en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait les adopter, que plutôt que c'est prescrit par quelqu'un. Et entre autres, ça, c'est un des avantages, je pense, qui serait d'expliquer davantage les méthodes scientifiques qu'on utilise. Merci. L'autre, tu t'es nommé comme praticien tantôt, puis je vais te rejoindre là-dessus, puis on entend parler les décideurs, puis tout ça, ben moi, je vais juste vous situer. Là, moi, je suis à la direction générale d'une ville, donc je suis très collé sur les décideurs. Et vous allez comprendre que tout ce que j'entends depuis que je suis ici, depuis 13 heures, puis avec ce que mes collègues viennent de dire, c'est comme un crescendo, cette affaire-là. Hein? Il y a quelqu'un qui va être responsable à un moment donné de mettre l'épaule à la roue, puis d'engendrer les choses. Puis ça, c'est les autorités locales, ça, c'est les municipalités. Puis je vais vous amener cette perspective-là, puis comment aussi cette responsabilité-là se transpose. Parce que pour moi, les besoins en matière de communication des risques, à mon échelle à moi, quand j'entends tout ça, c'est incommensurable. Puis ça dépasse largement la capacité de la majorité des municipalités au Québec. D'emblée, il n'y a rien à se cacher. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tantôt, Yannick l'a très bien expliqué, Bernard avec, c'est-à-dire ce qu'on sous-entend par la communication des risques, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement, puis qu'elles soient prises en compte par la population de manière à ce que justement les autorités locales soient soulagées lorsqu'elles doivent intervenir pour concentrer leurs priorités pour les personnes vulnérables, pour les infrastructures essentielles. Vous voyez l'espèce de jeu, là, la complexité de la dynamique ici. Le nouveau projet de loi qui est passé en deuxième lecture, qui devrait probablement être adopté au mois de juin, puis c'est le projet de loi 50 qui est la loi sur la sécurité civile. J'aimerais attirer votre attention. Je vais vous lire l'article 5 pour donner plus de poids à mon propos. Toute personne doit concourir à la sécurité civile et est ainsi responsable d'assurer sa sécurité de même que celle de ses biens et de ses activités. À cette fin, elle doit, faire preuve de prévoyance et de prudence à l'égard des risques de sinistres présents dans son environnement. Elle doit, troisième doit, également suivre les consignes des autorités compétentes lors d'un sinistre ou lors de son imminence.
et selon la situation, dans la mesure de ses capacités, pouvoir assurer son autonomie en cas de sinistre et contribuer à en limiter les conséquences. Pas de cours de législation ici, mais il y a une nette distinction quand on écrit doit dans une loi ou peut. Alors, pour répondre clairement à la première question, je pense qu'il faut en poser deux autres. Qui, en vertu de la loi, est la première autorité compétente? Et comment cette autorité compétente-là va faire pour rencontrer, informer, accompagner puis responsabiliser les personnes? Vu l'occurrence puis la récurrence des catastrophes au Québec depuis 2017, vous comprendrez que si je regarde les ressources qui sont actuellement disponibles à l'échelle locale et régionale, je trouve qu'il y a une sérieuse dichotomie entre la volonté et la capacité. Aussi, on a tendance à faire des lois pour les choses qu'on connaît. La preuve, et j'aimerais rejoindre le propos, je ne vous connais pas, mais vous avez parlé de choses inconnues. J'aimerais savoir combien d'organisations locales ont pris compte de ce qui se passait au week-end dernier avec les tempêtes solaires, puis qui ont pris au moins la chance de communiquer une base d'informations à l'interne de leurs organisations, parce qu'on est dans l'inconnu inconnu. Je ne suis pas tellement sûr que beaucoup de personnes ici dans la salle sont au fait de ce que ça représente une tempête solaire de niveau G4 sur 5 niveaux. C'est juste pour montrer que nos sociétés sont complexes. Et elles se complexifient davantage. Puis si on tend à seulement vouloir parler de ce qu'on connaît, on va avoir de sérieux enjeux tantôt. Une réflexion pour souligner ces éléments en même temps. Pour qu'il y ait une communication de risque efficace, il me semble que ça serait important que les sujets, les personnes qui sont impliquées dans cette communication puissent partager une base scientifique satisfaisante qui leur permet de comprendre des phénomènes qui sont effectivement, sur le plan scientifique, toujours pas très faciles à comprendre et surtout avec des vocabulaires qui sont assez ésotériques parfois. Alors, je me dis, ça commence à l'école, ça commence jeune. Moi, je disais à ma petite fille de 20 ans qui étudiait à l'Université Laval pour devenir enseignante au primaire, je lui dis, toi, ton premier devoir dans la vie, là, ça va être de t'assurer que tes élèves sont ouverts à la science, au vocabulaire le plus élémentaire qu'il faut comprendre pour comprendre des éléments de science afin qu'ils deviennent des citoyens capables de partager et de discuter et de pouvoir être en mode de communication utile sur le plan de la gestion des risques. Alors, c'était un peu la réflexion qui m'a généré vos propos. Moi, pour rebondir sur ce que mon collègue a dit, on parle de responsabilisation des citoyens. Il y a aussi une tendance avec les dernières itérations de la loi sur la sécurité civile à pelleter beaucoup de responsabilités dans la cour des municipalités, mais sans vraiment leur donner les moyens de mettre en place les responsabilités qu'ils ont à faire. Et on met aussi des instances intermédiaires pour les surveiller. Fait qu'on a les MRC qui surveillent ce que la municipalité va faire. Eux, ils vont avoir les ressources en communication, par exemple, puis les ressources, les connaissances en matière de sécurité civile, mais on va demander à ce que ce soit les villes qui se mettent à faire des plans d'aménagement des milieux humides et hydriques. Alors, il y a comme un problème dans la façon dont on distribue les ressources puis les responsabilités dans la hiérarchie là, municipale, provinciale, fédérale, qui fait en sorte que souvent on se retrouve avec des autorités municipales qui sont complètement dépassées ou alors qui ont carrément pas les moyens de mettre en place les mesures qu'on préconise dans la loi. Et bien, ce qui se retrouve à faire, c'est qu'on a une couverture par rapport au risque, puis une préparation par rapport au risque chez la population qui est carrément inéquitable. Donc, ça aussi, c'est à se poser la question en tant que société. Il n'y aurait pas moyen de mettre en commun davantage, du moins certaines ressources, notamment en matière de communication, pour faire en sorte qu'au niveau municipal, on ait des chances égales de préparer nos citoyens face aux risques auxquels ils font face. Oui, vous avez. Alors, la Vous deuxième... êtes tellement bien autogéré. Est-ce que tu veux que je vous pose la deuxième question? Vas-y donc. Je ne serai pas payée pour rien aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Je ne peux pas prendre assez de notes. Deuxième question, alors, sur laquelle on a le goût de vous entendre. Comment est-il possible d'évaluer efficacement la perception des risques chez la population? Oh boy.
C'est facile, on ne sait pas. On l'a beaucoup aimé en préparation, cette question. On a beaucoup aimé. Je vais lancer le bal rapidement sur un point qui m'a frappé quand j'ai lu cette question-là. Mesurer la perception des risques dans la population. Mesurer, ça veut dire prendre la mesure. Alors, j'évoque ce qu'il faut savoir quand on s'adresse à la population. En passant, j'ai donc aimé la distinction que Yannick a faite tantôt là, au sujet de la perception. Ça, je pense, ça a éclairé beaucoup de propos qu'on veut avoir comme tel. Mais je prends la mesure de ce que les gens savent et comprennent sur un risque. Au début d'un processus de gestion de risque, mettons qu'on veut préparer les gens qui demeurent dans un endroit facilement inondable avec des risques importants, mettons une usine de produits chimiques avec lesquels l'eau pourrait avoir des conséquences tragiques. Et on pourrait multiplier l'approche systémique pour voir un peu comment tout ça finit par être assez compliqué. Donc, on mesure quelle est la perception des gens. Et on fait notre processus de communication, on fait, mettons, une campagne, on structure nos affaires, tout va bien. Et à la fin, on recommence le même processus de mesure pour voir qu'est-ce que les gens ont compris de plus qu'ils ne savaient pas. L'expérience m'a démontré, je vous en parlerai tantôt un peu plus, que l'amélioration de la quantitative et qualitative de la perception des risques dans la population est relativement faible. Parce que, justement, ça nous interpelle, quand on sait ça, qu'on l'a expérimenté, à continuer dans un processus qui fait qu'on a des indications, des lacunes qu'il faut combler. Et il faut travailler sur l'amélioration de concepts, d'idées, de réalités qui ne semblent pas avoir été bien saisis et assimilés. Donc, pour mesurer en fait la perception, je pense qu'il faut s'engager dans une démarche pour connaître son audience, connaître son public, connaître la population à qui on s'adresse le plus précocement possible en matière de gestion des risques. Donc, c'est pas quand la crise explose que là, vous commencez à essayer de se faire une idée là, d'une persona des gens à qui on s'adresse. Une des façons de faire, puis là, je reviens encore là-dessus, je pense que ça passe par des approches qui sont davantage participatives. Pourquoi? Ça permet de mobiliser les gens le plus précocement possible puis de les sensibiliser par rapport aux risques auxquels ils font face. Ça permet aussi de donner une meilleure acceptation sociale des mesures qu'on va mettre en place pour gérer le risque par le fait même ou même de comprendre davantage la perception qu'on va avoir par rapport aux mesures de gestion des risques. Puis là, je ne parle pas d'approche participative parce qu'on fait une consultation publique avec 3 solutions déjà préétablies, puis qu'on dit aux gens, voici ça, en quoi vous avez le choix, puis on pousse plus fortement sur une des options, là. Donc, des vraies approches participatives, que ce soit par l'approche par groupe de compétences. Alors, à ce moment-là, on va mettre des experts, des membres de la population, des décideurs ensemble, puis on va discuter de certaines problématiques de risques qui caractérisent le territoire dont il est question. Et puis, on va développer une compréhension, une qualification des risques qui va être commune entre les différentes parties prenantes pour vraiment utiliser la perception des risques comme base de la gestion des risques, ce qui est d'ailleurs aussi un des principes qui est préconisé par la norme 31 000. On peut aussi utiliser, donc comme je disais, je parlais de système d'information géographique participatif. Il y a aussi le Vulnerability Assessment Tool, donc qui est une approche participative d'évaluation de la vulnérabilité territoriale. Donc, on fait réaliser des cartes de vulnérabilité par des scientifiques sur le territoire, mais on fait en parallèle réaliser des cartes de vulnérabilité par des groupes de population pour ensuite mettre ces cartes-là, puis en les superposant, évidemment, on se rend compte qu'il y a des grandes disparités entre la perception des risques et des vulnérabilités territoriales chez la population et chez les experts. Et on commence justement à faire le pont avec ces rencontres-là entre les divergences, entre la perception des risques chez la population, chez les décideurs, chez les scientifiques.
Ça aide aussi davantage les scientifiques à ce moment-là à comprendre mieux comment parler en termes d'impact. Parce que c'est bien beau de parler de risque, mais dans l'absolu, quand on arrive avec des probabilités, des statistiques, des données scientifiques, c'est pas nécessairement compris. Alors que quand on parle en termes d'impact, c'est là que les gens sont capables de comprendre les effets que ça peut avoir concrètement sur eux, sur leur vie, sur leur famille et poser des actions concrètes. Je donne l'exemple, par exemple, d'un météorologiste qui vous dirait qu'il va y avoir des vents de 250 km/h. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Je ne sais pas. Si on me dit le toit de ta maison va arracher, là, j'ai beaucoup plus une notion de quel genre d'action est-ce qu'il faut que je pose. Donc, quand on parle de parler en termes d'impact, je pense que c'est ça. Puis plus on est sensible à la perception qu'a la population par rapport aux risques, plus on va être à même de traduire notre communication des risques en fonction de ce que les gens perçoivent et de ce qui va vraiment venir les atteindre. Puis, bien, je pense qu'il faut intégrer dans notre processus de communication de risque des façons de faire remonter les informations qu'on peut aller chercher, soit par les lignes d'appel, par les courriels, par les médias sociaux, de ce qui se dit dans les médias. Donc, il faut qu'on ait des processus pour intégrer les retours, la rétroaction qu'on peut avoir de la part de la population, puis essayer de mettre ça à profit dans notre processus décisionnel, puis de révision de nos outils de communication, puis de gestion des risques. Et finalement, une autre façon de mieux intégrer la perception des risques de la population dans notre prise de décision, c'est d'intégrer le concept du naïf à notre cellule de gestion de crise, c'est-à-dire quand on va avoir des communications qui sont prêtes, que ce soit en temps de crise ou même par rapport au risque, on prend quelqu'un d'externe qui présente les caractéristiques là, de la population à qui on s'adresse, puis on lui fait passer comme un pré-test de messages, dans le fond, les messages puis les outils de communication qu'on veut utiliser pour que cette personne-là puisse tout de suite nous donner sa rétroaction sans être au courant de toute la pensée puis le processus décisionnel et réflexif derrière la conception de l'outil ou du message pour que vraiment on ait une opinion honnête de quelqu'un qui est dans le public qu'on vise à atteindre. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous préviens tout de suite, je suis assez direct dans mes propos. D'ailleurs, mon directeur de maîtrise, c'est Yannick Aymon. Et quand on fait des choses ensemble, il nous présente comme tannant et tannant, parce que j'aime ça dire les vraies affaires. Fait que moi, quand la question est posée, comment on va efficacement évaluer la perception des risques chez la population, c'est que la question sous-entend qu'on fait déjà de la communication des risques. Et ça fait 20 ans là, que je suis dans le milieu. Je suis obligé de vous dire qu'on a un premier problème, c'est qu'on a des enjeux juste à faire l'appréciation des risques. Et je ne suis pas en train de dire n'importe quoi parce que le législateur, lui, il ne parle pas pour rien dire. Je vais revenir encore avec mon projet de loi 50 parce que si c'était le cas, on n'est pas obligé, en vertu d'une loi, de faire des plans de gestion de risque. Théoriquement, si on aurait fait nos devoirs, le législateur ne viendrait pas nous rappeler à l'article 6 ce qu'on devrait faire. Les municipalités locales sont les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile. À cette fin, les municipalités régionales et les municipalités locales qui en font partie doivent se concerter et collaborer afin de planifier et mettre en place sur le territoire des mesures pour connaître les risques de sinistres, prévenir les sinistres, préparer la réponse à ceux-ci, en vue de favoriser la résilience de la collectivité. Elles doivent, pas elles peuvent, elles doivent favoriser la participation de leurs citoyens à la sécurité civile, ça te rejoint, notamment en les consultant et en les informant sur les mesures ainsi que sur celles qu'elles peuvent prendre pour réduire les risques de sinistre et pour en limiter les conséquences. Il y a quand même eu le baromètre Cyrano sur l'évaluation des risques qui, à mon avis, est un excellent outil. Puis on doit continuer à avoir un outil pareil. Puis si jamais... oui, vas-y, Bernard, si tu lèves la main. Le dernier date de 2022. Ben, voilà mon propos. C'est-à-dire, c'est dans les temps qui courent, avec les changements climatiques, c'est absolument normal que ces initiatives-là ne soient pas poursuivies. Par contre, à l'échelle locale et régionale, là, je rejoins ma collègue parce que ça va prendre des choses un peu plus ludiques, un peu plus terre à terre pour justement que ça soit plus facile, autant pour les autorités locales que les citoyens de se rejoindre. Ça va prendre des initiatives qui vont agir dans ce sens-là.
Si on n'y parvient pas, on va avoir un enjeu, c'est-à-dire que nous, on va continuer à faire comme autorité ce qu'on fait, les citoyens vont continuer à faire ce qu'on fait. Puis Yannick, il l'a dit tout à l'heure, c'est rester juste 72 heures dans cette espèce de synchronisme-là. Tout ce que ça fait, c'est que ça encourage le concept d'État-providence. Puis ce concept-là est absolument utopique en situation de gestion de catastrophe. Sans nier la part des sondages puis des analyses post-catastrophe, ça prend un processus qui est beaucoup plus itératif pour être capable. Puis là, je vais rejoindre ce que Jean-Bernard a dit tantôt. Ça prend quelque chose on fait de l'appréciation des risques, on fait de la communication des risques, on fait de l'évaluation de la perception et on revient. On n'est pas dans ce triptyque-là, mais pas du tout présentement. Sur la notion d'évaluer efficacement la perception des risques, je vais soulever encore les enjeux de la gouvernance. Parce que c'est encore, même si on essaie de nous dire dans des guides, on veut des approches qui sont bottom-up, donc du bas vers le haut, on est quand même inscrit, et on l'a dit, dans une dynamique quand même hiérarchique ou provinciale, l'autorité régionale et les autorités locales. On est encore dans une formule de top-down. Pour moi, de la communication des risques, c'est pas faire les choses juste pour être légalement correct puis bénéficier d'un processus ou d'un concept d'exonération de responsabilité qui est enchâssé dans une loi. La vraie communication des risques, ça veut dire qu'on accepte de se mettre à nu. C'est-à-dire que comme municipalité, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais aussi te dire ce que je m'attends que tu fasses. Je vais te dire aussi ce que je ne ferai pas. Donc, ça, pour moi, c'est un dialogue transparent, inéluctable, si on veut que ça fonctionne. Puis si justement, on veut que le citoyen comprenne bien qu'en autant qu'il soit capable et que sa vie n'est pas en danger, de rester le plus longtemps possible autonome chez lui pour laisser les autorités prioriser leurs actions dans la limite de leur capacité. À mon avis, si on ne le fait pas comme ça, on va manquer le bateau. Inspiré de dire quelque chose qui se raccroche aussi à ce que Yannick prônait, c'est-à-dire la cohérence. La cohérence. Quand je l'ai entendu dire ça, là, avec la complexité des problématiques qui entourent la gestion des risques, là, puis il y en a une qui me vient à l'esprit parce qu'elle est très d'actualité, c'est la remise en question du logement comme opération purement économique, mais comme une base, la réponse à un besoin de base pour qui que ce soit de se loger décemment dans une cabane en quelque part ou dans une niche. Et là, quand on parle d'inondation, par exemple, la relation qui est entre le système habitation et le système de la nature qui nous produit de l'eau, on ne veut pas toujours, qu'on a déplacé en cours de route en effaçant des milieux humides et tout ça, fait qu'on a à avoir une transdisciplinarité fort importante entre nous qui communiquons les risques pour essayer de résoudre ces complexités, ces difficultés aussi de bien saisir la nature des problèmes fondamentaux par rapport aux problèmes secondaires. Parce que dire à des gens quelles précautions prendre en cas d'inondation, c'est une chose, mais comment survivre dans son logement, dans ce qui est le nid où on fait sa vie, c'est une autre chose. Et il y a cette réflexion sur la cohérence devra être poursuivie beaucoup plus avec une approche systémique, une approche transdisciplinaire nécessaire pour que, puis pas les silos qui se raccolent, comme disait quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui l'a dit ce matin, tantôt, mais une approche vraiment là, où on dit problème du logement, problème des inondations, le problème de la nature à préserver, les actifs municipaux à préserver pour qu'ils puissent s'adapter aux réalités nouvelles. Ça ne tombe pas du ciel, puis ça prend de la discussion, puis ça prend un peu de recherche de cohérence, parce qu'on n'est pas cohérent entre tous ceux qui s'y intéressent comme professionnellement. Comment voulez-vous qu'on puisse intéresser les citoyens pour qui c'est beaucoup d'informations qui passent parmi tant d'autres de toutes les sortes? Alors, c'est un peu ce que mon propos m'a inspiré de faire ressortir. Si j'ai juste à ajouter, on parle de perception du risque.
Mais aussi, je pense que ça vaut la peine de se questionner comment est-ce qu'on parle du risque. Là, il y a eu toute une réflexion après les inondations de 2017-2019 par rapport aux cotes d'inondation. La cote 0-20 ans, c'est mal compris, c'est difficile à comprendre. On a décidé de changer ça. Mais il y a toute une approche aussi qui est davantage utilisée en Europe qui parle de territoire du risque. Donc, plutôt que d'arriver puis de dire, ben voici, on a un risque d'inondation dans tel secteur, donc on va mettre telle mesure en place, des ouvrages physiques ou alors des mesures de mitigation, on va faire des digues et tout ça. Pourquoi ne pas plutôt gérer le territoire en fonction des risques qui y sont présents et d'adapter les usages qu'on fait de ce territoire-là en fonction des risques plutôt que l'inverse, d'essayer d'adapter l'usage qu'on impose puis de modifier, dans le fond, la nature pour que le risque soit minimisé. Dans ce type d'approche-là, à ce moment-là, les zones inondables vont devenir, par exemple, des usages de parcs récréotouristiques, où est-ce que si jamais il y a des inondations printanières à toutes les années, ce ne sera pas un problème, ça ne viendra pas endommager des infrastructures de circulation ou des infrastructures essentielles. C'est de penser, par exemple, des constructions en rive de cours d'eau de façon à avoir des fondations qui sont perméables à l'eau, où est-ce que les installations électriques vont être situées plus en hauteur dans la construction pour que si jamais il y a une inondation à tous les 2 ou 3 ans, bien, la maison puisse fonctionner, rester utilisable, rester viable avec le temps. Donc, il y a des façons de percevoir, oui, la communication des risques chez la population, mais aussi, nous, dans notre façon de percevoir comment est-ce qu'on devrait communiquer sur le risque. Je pense que de communiquer de façon plus positive sur ce que les gens peuvent faire plutôt que de communiquer sur ce qu'ils ne devraient pas faire puis d'être en mode coercitif comme avec des lois ou des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus gagnant comme approche pour changer des perceptions, mais aussi changer des comportements ultimement, ce qui est ce qu'on cherche à faire. Je serais seulement là-dessus, c'est-à-dire, là, tu viens d'aborder le vrai concept de l'adaptation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'adaptation au sens de mettre des mesures strictement de prévention pour s'opposer aux aléas, mais c'est de carrément modifier l'approche qu'on a par rapport au territoire, mais aussi pas juste des autorités, le territoire dans une perspective de l'aménagement, mais les personnes qui l'habitent et qui l'occupent pour qu'elles acceptent également de faire les changements requis, puisqu'elles ne donnent absolument rien d'en faire davantage dans des zones qui sont justement plus à risque. C'est vraiment très intéressant. Puis on a une troisième question pour vous. Mais je pense que compte tenu déjà du matériel très riche que vous nous avez proposé, ce que je propose justement, si vous êtes d'accord, c'est de prendre 1 ou 2 questions, puis ensuite de revenir avec la troisième question parce que, en tout cas, je sais qu'il y a au moins une réaction en ligne. Alors, Charles va... Oui, mais moi, je vais intervenir 30 secondes avant. Mon nom, c'est Charles Meunier, je suis coordonnateur au risque. Je suis aussi conseiller municipal à la ville de Rigaud. J'ai adoré ce que tu viens de dire. Mais je trouve ça super intéressant, votre discussion depuis tantôt, là, mais j'aime beaucoup entendre ce que vous venez de dire. Mais c'est à fouiller, c'est à travailler. Il faut trouver une façon d'aller chercher de façon plus constructive et positive la contribution des citoyens. Bon, bref, merci. J'ai une question de Sophie Séguin-Lamarche. Merci, Sophie. Disposez-vous d'informations concernant l'impact de la perception des risques par la population sur les décisions prises par les autorités publiques? Wow. Je n'ai pas préparé à celle-là. Il y a des participants brillants à l'écran et dans la salle. Oui. Des questions pertinentes. Oui, je m'attendais un peu à une question de Sophie. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le plus proche que j'ai entendu parler, c'est qu'on a questionné certaines actions, certaines démarches, certains processus mis en cours par certaines études post-inondation 2017-2019. Mais de là, ce qu'on est catalogué, amener de la donnée sur ça, je ne suis pas au courant. Effectivement, là, on a un problème, c'est qu'on n'est pas capable de se constituer, je dirais, une base de données satisfaisante au Québec actuellement, dans l'état des ressources où nous vivons. Puis je dis on n'est pas capable, c'est un on archi-collectif, là. Les ministères gouvernementaux partent chacun là, en silo bien souvent
leur propre base de données sur les événements, sur la réalité, sur tout. Et moi qui ai travaillé dans une municipalité aussi en sécurité civile, je sais que j'ai eu à me débattre beaucoup avec ça. Mais ce que nous prônons, et là, je vais me prendre mon chapeau du risque, mais ce qu'on prône, c'est d'avoir justement de devenir une base de référence qui nous permette de géoréférencer toute information pertinente par rapport à ce qui se passe n'importe où sur le territoire, à laquelle on puisse, lorsqu'on fait de la communication de risque, se référer à ce qu'il y a de plus avancé comme savoir relié géographiquement au territoire. J'ai bien aimé ton topo sur le territoire. D'ailleurs, les peuples autochtones ont quelque chose à nous apprendre là-dessus en passant, hein, sur la notion de territoire et le respect du territoire. Et, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent là-dessus. Mais je pense qu'on a un problème donc de base de données, de consolidation des données, puis de cette référence géographique qui est inévitable pour qu'on puisse vraiment faire participer les citoyens au sens que tu le décrivais, là, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en Ce pensez. que j'entends, c'est qu'on a encore pas mal de travail à faire. Il y a Bernard qui voudrait fournir un élément de réponse. Je prendrai la question d'Ariane, puis on vous laissera répondre à la troisième question. Bernard? Je reviens sur l'Observatoire des risques au Québec, qui était un outil fort utile. Semble-t-il, il n'existe plus, mais qui donne quand même des indications sur lesquelles, par exemple, les arbitrages financiers du groupe sont faits selon les préoccupations. Le dernier observatoire, le dernier résultat, c'est les problèmes économiques et financiers. 2022, on est c'est la fin de la pandémie, c'est le début du retour de l'inflation et ces problèmes-là. Deuxièmement, c'est pas étonnant après la pandémie non plus, c'est le système de santé qui est une préoccupation majeure. Et entre autres, c'est l'environnement, mais qui a reculé parce que les deux autres ayant augmenté. Alors, pour répondre à la question de Sophie, c'est clair et manifeste que les préoccupations que les sondeurs fournissent au bureau du Premier ministre, au ministère des Finances, aux partis politiques, ce sont des éléments qui sont pris en considération dans les arbitrages, les grands arbitrages politiques sur les missions de l'État et sur quoi est-ce qu'on investit. On peut gager que le changement climatique et l'environnement vont remonter si on le refaisait. C'est dommage qu'on le refasse trop, mais c'est un projet à remonter, de s'équiper collectivement d'un outil comme celui-là. Ça ne coûtait pas cher, c'était un sondage de léger marketing paradis. Donc, pour répondre à la question, moi, je suis absolument convaincu. Je m'en suis déjà servi aussi pour convaincre le réseau des universités d'investir, parce que ce qu'on voyait, c'est que l'enseignement supérieur, ça représentait à l'époque 4% des préoccupations des Québécois. Donc, quand on voit ça, si on veut que le gouvernement réinvestisse, il faut que ça monte dans cette préoccupation. Merci beaucoup. Je voudrais donner un élément de réponse très rapidement. Oui, rapidement, parce qu'on va manquer. J'ai montré le bulletin de vigilance. Oui. On fait des sondages régulièrement pour demander à nos partenaires, est-ce que vous trouvez que vous avez l'information à temps pour prendre vos décisions? Le dernier sondage, c'est 96%. Et on a le cadre de référence de communication et d'évaluation des risques. On commence à faire des cas, on fait des vérifications tout de suite après les tempêtes. Est-ce que c'est à le bon niveau ou pas? Puis on commence à accumuler ces informations-là. Puis les réponses, 96%, on peut juste descendre. On ne peut pas monter. Ben, c'est intéressant, il y a de l'espoir. On voit qu'il y a des outils, on voit qu'il y a des apprentissages. Ariane, est-ce que tu peux retenir ta question jusqu'après? Oui, hein? On pourrait laisser nos panélistes répondre à la troisième question, puis on ferait une dernière ronde de questions avant de célébrer avec le vin fromage. Oh non, on a nos discutants. Alors, troisième question pour nos panélistes. Merci, Ariane. Pourriez-vous nous faire part d'un exemple québécois de communication des risques et dont le succès était intrinsèquement lié à la mise en place de mesures de prévention? Excusez-nous, là, on était vraiment dans le modèle.
Directement venir après Claude, là, parler du projet qu'on avait réalisé avec la chaire de relations publiques et comme marketing de l'UQAM en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, qui consistait à aider tous les spécialistes de la météo à mieux comprendre comment traduire, dans le fond, les informations météo en termes d'impact. Comme j'en ai fait la promotion plus tôt. Et je pense que ça, c'était un bel exemple d'un programme de prévention qui a bien fonctionné dans ça de la communication. Et cet exemple-là est incarné dans une publication. S'il y en a qui ne la connaissent pas, je l'ai apporté parce que des fois, il y en a qui ne l'ont pas vu. Et comme elle se vend bien, n'est-ce pas, Claude? Je suis un bon marketeur. On a publié dans le cadre des travaux vient de citer Flore, ce livre Communication des risques météorologiques et climatiques, qui était sous la direction de Bernard, Flore et moi-même, avec 14 auteurs qui avons donné l'ensemble de plusieurs points de vue qu'on peut avoir sur la communication des risques. Et je pense que Louis Lemire de l'Université d'Ottawa, entre autres, servi de collaboration. Et oui, il y avait plus, oui, c'est vrai. Et en plus, il est en version anglaise aussi. Alors, ça veut dire que ça augmente sa diffusion. Et je suis toujours content de voir que ça se poursuit, les achats du livre se poursuivent parce qu'on reçoit des redevances à la maison de temps en temps sur les ventes. Mais c'est assez extraordinaire comme projet. Le projet, moi, dont je peux vous mentionner auquel j'ai participé, il n'est pas directement dans le domaine de la nature, pas vraiment, mais il se transpose bien. Et je vais l'évoquer parce que comment je dirais ça? C'est une expérimentation terrain faite avec du monde, des entreprises, dans un milieu donné dans l'est de Montréal. C'était de faire de la communication des risques industriels dans l'est de Montréal dans le début des années 2000. On a eu une subvention du gouvernement fédéral de 200 000 répartie sur 2 ans pour faire ce travail-là. Et ce que je ressors de ce travail-là, c'est qu'on a expérimenté ce que c'était la mesure de la connaissance que les gens avaient en début de processus. On l'a expérimenté par la suite. Vous savez que l'augmentation de la qualité et de la quantité de la perception était beaucoup de l'ordre de 100 %. Mais on était parti de 1 % à 2 %. Donc, il ne fallait pas s'énerver trop avec l'accroissement de la qualité et de la perception. Il y a des choses qui ont été expérimentées là-dedans. Premièrement, c'est l'expression des risques. Dans le domaine industriel, là, secret bien gardé, secret industriel, on ne parle pas de notre processus de fabrication ni des matières très dangereuses qu'on peut avoir, etc. On avait travaillé aussi sur l'aspect multirisque, écrasement d'avions possibles, bon, toutes sortes d'autres aléas. Et on est allé dans la population porte à porte, partout, sur le territoire. On est allé dans toutes les organisations, comme celle dont tu as parlé tantôt, de personnes handicapées, de personnes vulnérables, des enfants dans les écoles. Tu sais, maman qui entend parler que ses petits sortent à l'école, puis qu'il y a un nuage toxique qui s'en vient, qui vient d'être émis, elle a le goût de partir avec sa voiture, mais peut-être qu'elle ne se rendra pas parce qu'elle va tomber dans le nuage toxique. Donc, il fallait habituer les gens à changer de réflexe. Et on a passé à travers cette expérience-là avec un assez grand succès. Et moi, ce que ça m'a donné comme professionnel de la gestion de risque, comme expérience, c'est que c'est incontournable qu'il faut mesurer, qu'il faut se baser sur le monde, sur le terrain tel qu'ils sont, avec leurs propres limites et tout ce qu'ils ont comme perception, et générer de la collaboration et de la capacité à ce qu'ils se prennent en main, d'où la création et le développement d'un comité mixte municipal industriel qui existe dans l'Est d'ailleurs encore. Alors, tout ça pour dire que si on le transpose à n'importe quel autre domaine, le même processus peut se faire.
moins la difficulté de demander aux industries de révéler leurs risques, mais celle de demander aux scientifiques de nous expliquer les mystères de ce qu'ils connaissent en matière de risques naturels, de risques climatiques, météorologiques, et que ce soit rendu digestible de manière à ce qu'on puisse réaliser le même genre d'objectif. En ce qui me concerne, je vais être obligé de révéler qu'avant d'être à Pincourt, j'étais à Rigaud pour l'exemple que je vais donner. Et je savais pas que c'était toi qui étais là, fait que c'est encore mieux, parce que tu es conseiller municipal, mais tu as été aussi affecté par les inondations 2017 et 2019. Donc, pour moi, ce qui s'est produit à Rigaud, à la suite de la crue de 2017, ça demeure un exemple qui est à la fois pertinent et contemporain de ce que ça peut produire une communication de risque efficace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mesures de rétablissement initiées après l'intervention, il y a eu 6 mesures, 6 exercices. Mise en place du bureau de rétablissement, analyse concernant la possibilité de rehausser un chemin qui était la seule voie d'accès pour un secteur très affecté. Lancer avec l'UQAM une analyse de risque, une analyse multi-aléas et multi-risques pour un secteur névralgique de la collectivité. Installation de 3 stations télémétriques avec un mandat de surveillance hydrométéorologique à une entreprise privée. Une démarche des leçons apprises qui allait couvrir l'ensemble des intervenants qui s'étaient déployés lors de l'intervention. Et bien évidemment, l'occupation d'une nouvelle caserne. Il faut comprendre que la caserne actuellement du service sécurité incendie, qui est devenue en 2019 le lieu central avec une salle dernier cri en gestion des mesures d'urgence, n'était pas construite au moment où la crue 2017 est survenue. En fait, ce que ça a généré, ces 6 exercices-là, c'est beaucoup de données, beaucoup d'informations. Une mise à nu de ce qu'on croyait être pour devenir ce qu'on devait être. Ça a amené une refonte fondamentale de l'ensemble des mécanismes de coordination, puis vraiment la mise en place d'une démarche de communication des risques efficace. Puis quand je dis efficace, parce qu'elle avait 2 niveaux. C'est-à-dire, il y avait la ville et ses partenaires qui se rencontraient préalablement à la période de crue. Un, pour savoir, y a-t-il des choses qui ont changé? Est-ce que tu as des nouveaux services que tu offres? Peux-tu encore te mobiliser? C'est encore d'actualité. Et il y avait ensuite celui-là où c'était la ville, ses partenaires et ses citoyens. Parce qu'on voulait également que les partenaires, que la ville n'ait pas l'impression, que les citoyens n'aient pas l'impression que la ville leur racontait l'histoire, que la ville voulait bien leur raconter. En mettant aussi avec nous à la table les partenaires, ça donnait lieu à des échanges directs entre la population et ces personnes-là, ce qui amenait de la crédibilité finalement à ce qu'on véhiculait comme info. Quand la crue 2019 a frappé, là, la communication des risques, ça venait d'être fait. La seule affaire qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur qu'allait prendre le sinistre. On était préoccupé aussi par une chose, c'est qu'on se retrouvait en chevauchement de catastrophe. Parce que le rétablissement n'était pas fini, on avait encore des bâtiments endommagés et vulnérables, puis on savait aussi que la population l'était, parce que c'était vraiment pas simple avec toutes les démarches administratives qui devaient être faites. Par contre, des acteurs qui ont dû être mobilisés à nouveau, puis qui étaient mobilisés en 2017, nous ont rapporté dans nos cycles de coordination les feedbacks suivants. Meilleure structure de coordination, meilleur mécanisme de communication. Meilleure cohésion et concertation quant aux mesures qui se mettaient en place. Meilleure interopérabilité et non le moindre, une plus grande collaboration de la part des sinistrés. Qui est évacué ou non. Parce qu'en 2017, on a posé un geste à la ville de donner un ordre d'évacuation. Ça a généré tout un tollé. En 2019, on a changé notre stratégie. On a travaillé avec le citoyen. OK? Non, mais c'est ça l'enjeu. C'est absolument ça l'enjeu. Moi, j'ai pas de moi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est elle qui l'a prôné. Bon, la ville, elle contrôlait pas tout. OK? L'aide financière, la ZIS, tout ça, mais on a quand même eu 3 indicateurs qui ont traduit l'efficacité ou l'efficience des mesures. Premièrement, en 2017, on a déclaré l'état d'urgence 2 fois. L'état d'urgence local en vertu de la loi 2 fois. En 2019, 0. Okay? Coût de l'intervention. Donc, on parle de la mobilisation des acteurs, on intervient, c'est le sinistre. Là, on n'est pas dans l'avant, on n'est pas dans le rétablissement. 1 200 000 pour 21 jours. Coût pour 2019, 1 200 000 pour 61 jours.
Puis le dernier, c'est le rétablissement. En 2017, c'est ouvert 460 dossiers. Quand la crue frappe en 2019, il reste toujours 50 des dossiers qui ne sont pas complétés. Le Manel, elle vient juste de rentrer, là, mais c'était Manel, la gestionnaire du bureau du rétablissement. Là. En 2019, on en a eu 390. En mars 2020, on avait 80 qui étaient complétés, 95 au mois de décembre 2020. La communication des risques, ça fonctionne. Il faut mettre les efforts. Comme vous voyez, il y en a eu des efforts. Là. Ça n'a pas coûté une scène, cette affaire-là. Ça a coûté bien des scènes. Mais si on ne prend pas le taureau par les cornes, puis si on ne fait pas ça comme ça ne donnera pas les résultats qu'on sait que ça donne. C'est un exemple assez probant. Merci, c'est intéressant. Je ne sais pas, Flore, si tu voulais rajouter quelque chose ou on passe aux questions. Alors, il y a déjà Mme Hamel qui s'est mise en ligne pour une question. Tu peux te présenter, Ariane? Ah oui, Ariane. Oui, bonjour. Moi, c'est Ariane. Je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'UQTR. Je m'intéresse dans le fond au rétablissement des personnes inondées à répétition et au rôle de l'attachement au lieu dans ce processus. Et je continue mon doctorat sur ces questions, notamment sur comment les actions qui sont prises par les différents décideurs influencent les trajectoires des communautés. Vous êtes super intéressant à écouter. J'ai plein de concepts qui s'en vont dans tous les sens. Fait que j'ai eu besoin d'écrire ma question pour que ce soit correct. Vous l'avez un petit peu abordé tantôt là, dans la dimension de la prévention. On réfléchit à la gestion des territoires inondables à répétition. Puis dans ces discussions-là, on va parler des ressources financières et humaines élevées, notamment pour les municipalités pour protéger les personnes et les bâtiments. On commence même à réfléchir dans certains lieux à l'option de délocaliser des communautés. Et tantôt, j'ai aimé l'expression que vous avez utilisée, la vraie adaptation. Donc, ma question, c'est est-ce que la vraie adaptation, c'est d'accompagner les gens à habiter en dehors des zones inondables ou est-ce que dans le contexte où il va y avoir de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes et de plus en plus de territoires touchés par ces événements-là, est-ce que c'est pas d'accompagner les gens à être capables de vivre dans des territoires qui vont éventuellement être touchés par des inondations? Tu veux qu'il te donne la réponse à ton doctorat avant? C'est ça? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, mais il y en a qui vont te décevoir. C'est qu'a priori, il y a déjà 2 mesures en place qui existent. Qui s'en vont pas dans le sens où on va essayer de traiter les gens là. Premièrement, quand le décret d'aide financière est entré en vigueur en 2019, il introduisait la notion que si tu te reconstruis dans une zone inondable après cette inondation-là, après l'entrée en vigueur du décret, n'était pas admissible à l'aide financière. Il y a une deuxième ligne qui dit, à un moment donné, si tu subis trop de dommages à cause des inondations, tu vas arriver à un cumul. Et à ce moment-là, le gouvernement va tu vas te topper le maximum. La valeur à vie. La valeur à vie. Donc, on va te faire une dernière offre. Force est d'admettre que lorsque le gouvernement te fait une dernière offre, normalement, c'est rarement de rester à la même place. Le troisième élément, c'est que dans le plan qui a été déposé par le MAMACH en mars 2022, si ma mémoire est bonne, c'est déjà prévu qu'il va y avoir 2 programmes d'aide financière pour les municipalités en marge de l'application du nouveau cadre normatif. Il y en a un qui va être au niveau des ouvrages de protection, mais il y en a un autre qui amène les mesures justement de relocalisation et de sortie. Fait que déjà là, on voit un peu l'angle qui est pris et je crois qu'on n'a pas vraiment le choix parce que là, quand on en arrive avec un régime provincial qui dit aux municipalités, voilà le cadre que tu dois désormais appliquer. Et by the way, si tu ne le fais pas correctement, tu es admissible à une amende qui peut totaliser 600 000 $, ce que fait rarement le gouvernement, soit dit en passant au niveau provincial, envers les créatures dont il a accouché, qui sont les MRC et les municipalités. Fait que je pense que pour les inondations, ça va être fait de façon forcée. Je pense qu'il va falloir apprendre, c'est ce que ça va donner comme heure de le faire de cette manière-là, c'est de sérieusement envisager les autres manières qu'on devra le faire pour les autres aléas que vont nous lancer les changements climatiques. Mais je pense que oui, on va réapprendre à s'approprier notre territoire différemment puis à sortir des zones de contrainte. Ça, pour moi, c'est comme gestionnaire de risque, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Moi, je vais rebondir là-dessus. En fait,
la notion d'attachement au territoire, moi, j'ai travaillé là-dessus à la maîtrise. Je travaillais sur les villes mono-industrielles au Québec qui perdaient leur source principale d'emploi, qui se retrouvaient à plus avoir à faire face à rien dans le fond comme survie économique. J'ai travaillé entre autres sur le cas de Murdochville, qui est une des villes pour laquelle la population avait fait un référendum pour voter la fermeture de la ville. Puis c'est le gouvernement provincial qui a dit ben non, on ferme plus les villes, ça fonctionne pas, les gens restent, puis ça donne rien. Donc, ils ont décidé d'essayer de maintenir la ville puis de lancer un genre de plan de relance économique. Fait que ça a déjà été montré que l'attachement au territoire est très, très fort, même quand on fermait des villes, qu'on coupait l'électricité, qu'on coupait l'eau potable, les gens demeuraient sur place. Donc, à moins qu'on vienne puis qu'on rase puis qu'on brûle les bâtiments. Donc, je pense que ça va créer énormément de problèmes. Puis à ce moment-là, ça va être de voir bien, si jamais il y a des reconstructions qui sont faites ou des modifications, comment est-ce que c'est pensé en fonction des risques? Quand je parlais en termes d'adaptation, c'est peut-être justement de changer les usages qui sont faits, peut-être de changer la façon dont on conçoit le risque d'inondation, donc la façon dont on va bâtir. Puis, il faut aussi penser au fait qu'il y a une question d'équité. Les habitations en bordure de rivière valent très cher, sont très prisées. Puis comment ça se fait que l'ensemble de la population québécoise qui renouvelle son contrat d'assurance pour l'année se retrouve à voir sa prime d'assurance monter en flèche parce qu'il y a eu des inondations l'année précédente, puis que tout le monde paye pour les résidences qui sont inondées à répétition. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que justement on va continuer à lancer de l'argent sans fonds? Paye des deux côtés. Ben oui, en Côté plus. des primes, puis côté du programme d'aide financière, parce que les impôts de tout le monde contribuent à mettre ça en place. Donc, où est-ce qu'elle est la limite? Puis je pense que c'est un peu pour ça là, qu'il y a eu un genre de ras-le-bol généralisé, puis que les gens ont dit, bon, ben là, ça suffit. Puis avec la pandémie, c'est un problème qui va aller en s'empirant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec le télétravail qui ont changé des chalets en résidence permanente et souvent, c'est justement en bordure de cours d'eau que des résidences qui autrement auraient pu être inondées au printemps ou avoir une partie de leur terrain qui est inondée, qui là se retrouvent, ça devient de plus en plus problématique. C'est aussi beaucoup des retraités, donc des personnes qui vont graduellement devenir en perte de mobilité, en perte d'autonomie aussi, qui viennent s'installer puis qui transforment des chalets en résidence permanente en bordure de cours d'eau, qui vont se retrouver à être de plus en plus assujettis à devenir sinistrés par rapport à des inondations. Donc oui, il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça, mais j'ai malheureusement l'impression qu'effectivement, la tendance va vers la relocalisation parce que reconstruire ad vitam aeternam, ce n'est pas une solution viable à long terme. Je sens qu'on pourrait discuter encore longtemps. Je pense qu'on a une petite marge de manœuvre parce qu'on est à la fin de la journée. Alors, je prendrai des questions des personnes qu'on n'a pas entendues jusqu'à maintenant, peut-être une ou deux questions, puis nos discutantes, est-ce que vous êtes prêtes ensuite à résumer? Pas résumer. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, madame, on ne vous a pas encore entendu aujourd'hui. Est-ce que vous Bonjour, moi, c'est présentez? Virginie Billet, étudiante en fait une maîtrise à l'UQAR et je travaille justement sur les cas d'aléas. Et tantôt, vous avez exposé, j'ai entendu un terme qui est le risque important. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le risque important? Et je vais faire un parallèle, donc, par exemple, est-ce que pour un risque qui survient, par exemple, et on a 10 maisons qui sont inondées ou qui sont impactées, et par exemple, pour une zone locale, parce que moi, je travaille plus sur les petits groupes, et c'est plus à l'échelle locale. Et du coup, l'impact sera moins important, en quelque sorte, si on veut le comparer à large échelle, mais c'est quand même conséquent, là. Est-ce que pour une seule maison touchée et pour une portion de route qui est exposée à l'aléa, est-ce qu'on peut dire que c'est un risque moins important? Si j'ai dit le mot risque important, c'était surtout pour évoquer le caractère fondamental d'un risque dont les effets délétères atteignent des systèmes de support à la vie qui sont fondamentaux. Par exemple, la production d'eau potable, la nécessité d'avoir accès à l'eau potable, la nécessité de pouvoir se loger dans un petit coin de cabane en quelque part qui est chez soi, qui est là où on se retrouve. Et actuellement, je pensais un peu à cette référence du logement parce qu'actuellement, il y a une réflexion sociale plus large
à y avoir sur la question du logement que les pures questions mercantiles de est-ce que les loyers augmentent trop, est-ce que le coût du logement est trop élevé, ou des choses comme ça, mais plutôt se demander qu'est-ce que socialement le logement représente pour les citoyens et comment l'État devrait-il se positionner autrement que dans une approche de marchandisage pour pouvoir traiter cette question-là. Et ça change de beaucoup à ce moment-là la manière dont on peut gérer le risque si on valorise davantage des choses qui n'étaient que des pertes matérielles. Bon, on t'a remboursé, c'est fini, merci beaucoup, bonjour. Toutes les conséquences sur la vie familiale, sur la vie économique, sur un milieu de vie avec son tissu social, sur, en somme, un paquet de choses, notamment, par exemple, la gestion du territoire dont Claire a parlé tantôt, toute la gestion du territoire qui n'est pas prise comme autre chose que une source dans les municipalités de taxes foncières, alors qu'on pourrait parler d'actifs naturels qui sont à la disposition des municipalités et qui changent la hiérarchie des valeurs avec lesquelles on juge de ce qui est un risque important ou un risque qui est plus secondaire. Alors, si c'est ce que j'ai pu générer comme réflexion, ça tournait autour de ça, mais je suis très interpellé, je suis inspiré aussi par, je ne sais pas si vous êtes au courant des travaux d'Alain Deneau, et je suis inspiré beaucoup du genre de pensée qu'il a et qui renverse les paradigmes habituels avec lesquels on fait référence par rapport à la hiérarchisation des risques et l'aspect systémique à l'intérieur duquel il se présente. Alors, je vais cesser de parler maintenant parce que là, c'est un sujet qui pourrait me faire tourner assez longtemps. Et moi, je vais en profiter pour dire c'est super d'entendre la relève. On est rassurés de vous entendre. Là. C'est des questions pertinentes. Le temps serait terminé. Je sais que Philippe voulait intervenir, puis Tiffaine, si je vous demande de faire brièvement. Ça va être très bref parce que je vais partager ce qu'on a vu et revenir à ta question. Il n'y a aucun endroit au Québec qui ne sera exempt d'aucun risque. Hier, on a eu une super belle présentation, ce matin aussi. Si on d'ailleurs, je vais essayer d'être court, parce que là, on a eu en fait une belle présentation. Si on montrait à quel point les communautés nordiques, en particulier autochtones, étaient affectées, on parle de recul de côte de 20, parfois plus par année. Si on montre ça à nos citadins du Sud, bien riches, qui vivent dans les zones inondables, eux, ils n'ont pas le choix de bouger. Puis c'est l'eau, là. Fait que, en fait, souvent, on a l'impression que c'est un problème de riches que de décider ou pas de déménager. Okay? Mais on devrait partager cette expérience-là à travers le territoire. Les gens qui sont actuellement victimes de, évidemment, déménager à Fort McMurray ou autre en ce moment à cause des feux de forêt, qui perdent tout, ils n'ont pas le choix. Non? Okay? Parce que le feu, il détruit encore plus drastiquement que les inondations. Fait que ça pour dire que, pour revenir à ta question, il n'y a pas d'endroits au Québec qui seront exempts d'inondations, quel que soit le type d'inondation. Nous avons vu des phénomènes que nous n'avons pas souvent expérimentés. Puis l'autre élément dont a parlé Yannick, et je termine là-dessus, l'exposition et la vulnérabilité est tellement en train d'augmenter sur le territoire que de toute façon, on va être de plus en plus exposé juste par le nombre et la vulnérabilité de la population québécoise, parce que nous sommes une des populations au Canada qui vieillissons le plus vite. Avec, effectivement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la difficulté aussi à avoir, on va dire, des travailleurs sociaux et tout un système sanitaire qui suit aussi pour accompagner à la fois hors norme, mais aussi le rétablissement. Je termine vraiment, et c'est fini, je parlerai plus. C'est très important, ta question, elle est fondamentale, parce qu'on ne peut plus se contenter de dire, ouais, on se déménage ma maison parce qu'on bord de la rivière. Mais ça vous invite à revenir demain. Voyez-vous comment on a des discussions intéressantes. Tiffaine, brièvement aussi, s'il vous plaît. En fait, j'aurais aimé en savoir plus sur l'idée d'utiliser des personnes, je m'adresse plutôt à Flore, là, sur l'idée d'utiliser des personnes comme test
pour les communications de risque parce qu'il y avait l'idée d'avoir une personne qui représente la population. Puis moi, ça me questionne beaucoup parce que j'aimerais savoir plus sur comment on considère qu'est-ce qui est représentatif d'une population. C'est qui qu'on imagine comme citoyen ou citoyenne type. Moi, j'ai un peu l'hypothèse que souvent, c'est un citoyen type, puis c'est un citoyen qui partage quelques caractéristiques, puis qu'on n'a pas toujours en tête l'ensemble de la diversité de la population. J'aurais aimé ça en savoir plus sur cette pratique-là, comment elle est mise en action, comment on réfléchit à cette... c'est vraiment mis pas de façon, il n'y a pas une grande réflexion là, par rapport à la caractéristique de la personne qu'on utilise comme naïf. Ça a surtout besoin de quelqu'un qui est externe à la cellule de gestion de crise, qui ne sera pas au courant de la réflexion derrière la prise de décision pour pouvoir justement avoir une espèce de vue nouvelle par rapport à ça. Mais en matière de représentativité de la population, ça, c'est vraiment un problème parce que justement, on va avoir tendance à s'adresser à quelqu'un qui nous ressemble. Donc, si moi, je suis spécialiste de la communication au niveau municipal, je vais m'adresser à quelqu'un qui est du même genre que moi, qui va être du même niveau socio-économique, qui va avoir le même genre d'éducation. Puis effectivement, on a de la misère à s'imaginer une population qui est diversifiée dans sa compréhension, dans ses croyances, dans tout son bagage culturel avec lequel elle va évaluer les risques et la perception. C'est justement dans cette espèce d'idée homogène qu'on a de la population, on s'adresse au grand public, qu'on finit par s'adresser à personne puis qu'on laisse tomber justement souvent des populations qui sont plus vulnérables, notamment des populations immigrantes qui n'auront pas nécessairement la langue donc pour partager ou même les réflexes culturels d'aller s'informer aux mêmes endroits que quelqu'un qui a grandi au Québec. Il peut y avoir aussi des populations plus âgées quand on utilise exclusivement des moyens technologiques, par exemple, pour communiquer, des gens qui n'auront pas des réflexes d'aller s'informer au niveau technologique. Donc, la caractérisation de la population à qui on s'adresse, c'est vraiment un problème. C'est là que je reviens encore avec les approches participatives parce que justement, ça nous permet de développer une bien meilleure visualisation, une bien meilleure idée de à qui est-ce qu'on s'adresse. C'est qui les quelques personas à qui on s'adresse, le citoyen type de notre municipalité. Oui, on a des statistiques, oui, on a des données, mais plus on les connaît, puis plus justement on s'allie aux forces vives des milieux, plus ces gens-là vont être en même de communiquer sur le risque. Parce que pendant les ouragans qu'il y a eu à la Nouvelle-Orléans, l'ouragan Katrina, les ordres d'évacuation ont moins été suivis par des populations afro-américaines. Pourquoi? Mais parce que c'est le dirigeant blanc, vieux, homme riche qui s'en va leur dire d'évacuer ou la police, ce qui n'est pas nécessairement des gens en qui ces populations-là vont avoir confiance. Donc, on n'a pas suivi les mesures à prendre. Donc, ça aussi, c'est une réflexion à faire de passer par des leaders d'opinion ou des personnes qui ont déjà ces voies de communication-là. Ça a été fait notamment pendant la pandémie quand est venu le temps de faire la promotion de la vaccination. Moi, j'habite dans le parc Extension à Montréal, où est-ce qu'on a fait notamment des cliniques de vaccination dans les mosquées pour permettre aux gens de pouvoir s'informer dans leur langue, puis dans un endroit où est-ce qu'ils étaient à l'aise, où est-ce qu'ils se sentaient en confiance, ce qui a vraiment favorisé la réponse justement à la vaccination. Donc oui, je partage ce genre de préoccupation-là. Le naïf dans la cellule de gestion de crise, c'est simplement quelqu'un qui est externe, qui, on l'espère, partage des caractéristiques avec la population, juste pour nous donner à chaud une réponse, une rétroaction rapide sur ce qu'on a fait. Donc, il n'y a pas toute une idéologie derrière, mais oui, très bonne réflexion. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez. Oh, je coupe toujours les. Désolée. C'est rare qu'on a juste un citoyen. C'est très difficile de se positionner par rapport aux acteurs. On va au moins que ce soit d'en avoir 3 ou 4. Donc, je vais juste l'amener. Oui, plusieurs personnes. Tout seul, en fait, puis il osera probablement pas. Oui, avec Je t'arrête. Merci beaucoup. C'est mon rôle aujourd'hui. On a déjà dépassé. Merci. J'ai attendu que j'étais ton animatrice préférée pour aujourd'hui. Alors, avec vous, je vais remercier nos panélistes. Et ça va permettre aux deux discutantes de prendre leur souffle parce qu'on leur a demandé de dire ce qu'ils ont retenu de notre après-midi. Alors, ça peut être très court parce qu'il y a eu tellement de choses, mais avançons. Alors, on a demandé à Anne-Sophie Gousse-Lessard et à Alice Carl si elle voulait nous dire un mot de ce qu'elle nous proposait de retenir, ce qui les avait plus frappés dans la présentation d'aujourd'hui. Oui, bien,
Je ne sais pas si toi, tu as pris beaucoup de... Il y a eu plusieurs choses quand même. Hein? On a parlé, discuté, c'était vraiment foisonnant. Puis je sais que vous avez tous et toutes hâte au cocktail, fait qu'on va faire ça vite. Super? D'accord. Quelques notes. OK. Fait que tu veux que je commence les complètes et tout? OK. Alors là, c'est vraiment un petit résumé des grandes thématiques abordées. Donc, on a vu que, bon, on communiquait pourquoi? Bien, pour réduire les impacts, pour prendre des mesures de protection. Il y a quelqu'un qui avait mentionné aussi d'améliorer les comportements, modifier les comportements. On a parlé du processus de gestion des risques et que la communication devait se faire dans toutes les phases de la gestion des risques. On a parlé de storytelling, d'histoire météorologique aussi pour aller toucher les gens, pour mieux communiquer avant, pendant, après un événement. On a plusieurs des intervenants aujourd'hui ont parlé aussi de l'importance de préparer, de discuter, de dialoguer avec les partenaires dans une perspective participative de dialogue constructif. On est revenu sur le fait que tout ça s'inscrit aussi dans un contexte plus global de changement climatique qui va modifier possiblement ce qu'on pensait ou qu'on prenait pour acquis en communication de risque. Donc, de le garder en tête. On va en parler demain aussi, entre autres, Lily et moi, donc petit heads-up pour demain. On a parlé, bon, qu'en communication, il fallait d'abord se questionner sur nos intentions de communication. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le but de notre communication qui peut varier selon, en fait, les acteurs, actrices, selon à qui on veut parler également. Qu'est-ce qu'on veut modifier ou non? Donc, c'est une question que Bernard avait soulevée, en fait, mais fondamentale quand on fait de la communication. C'est revenu souvent aussi la différence entre perception et représentation, que j'ai pris des notes. Et moi, venant de psycho aussi, on n'a peut-être pas les mêmes définitions de perception, représentation. Mais j'ai trouvé ça bien intéressant. Et donc, en fait, de se rappeler, c'est quand on communique, ben on ne va pas communiquer de la même façon avec des gens qui ont déjà vécu certains événements, certains sinistres versus des gens qui en ont peut-être entendu parler ou se font une représentation peut-être plus théorique de ce type d'événement. Donc, c'était à retenir. La notion de cohérence est revenue souvent également entre la communication de risque, les mesures qu'on voudrait que les gens mettent en place, liées à la notion d'autonomie ou d'autonomisation aussi des citoyens et citoyennes dans la communication de risque. J'y arrive. On a parlé aussi beaucoup de l'approche participative importante, fondamentale pour mobiliser les gens, mieux connaître leurs besoins, profiter de leur savoir locaux aussi, savoir citoyen de leur territoire également pour mieux évaluer les risques, les impacts possibles, puis proposer, faire partie des discussions pour les décisions, proposer des solutions également. Puis, certains ont souligné aussi là, des défis là, comment communiquer la science correctement. On est revenu à la culture scientifique, l'importance de la culture scientifique également. Donc, comment communiquer bien la science dans un contexte de désinformation, mésinformation également, qui amenait beaucoup de défis. Puis, je pense que je vais te laisser la place parce qu'après, ça revenait quand même à plusieurs choses, autonomisation, voilà. Bon, déjà, je m'appelle Alice, je suis assistante de recherche au risque et je suis aussi doctorante dans un tout autre domaine, écotoxicologie, donc c'est très intéressant d'apprendre tout ça. Donc moi, je pense que je vais répéter un peu la même chose, mais avec peut-être d'autres mots. Déjà, important de considérer aléas, vulnérabilité et exposition pour communiquer les risques. Ne pas oublier de communiquer les risques prend du temps. Nécessité de détecter et de prendre en compte les problèmes fondamentaux et secondaires, les cibles, les outils pour convaincre, les défis de la communication
et les outils de communication, différencier la perception de la représentation des risques, considérer la cohérence entre le message à passer et l'intervention. Pour être efficace, il faut connaître la cible, donc ça c'est revenu quand même assez souvent. Il faut partager les méthodes aux municipalités et des cadres de référence aux citoyens pour qu'ils se fassent leur propre avis et que comme ça, en fait, ils établissent des solutions un peu par eux-mêmes et que ce soit plus efficace et approuvé par tout le monde. Il faut donner des outils aux scientifiques pour communiquer les risques météorologiques et climatiques et mettre en place un cadre forcé aux municipalités. Sonder la population pour avoir l'opinion de la naïveté et motiver la conversation entre sinistrés et non sinistrés pour peut-être engendrer des déclics. Aller sur le terrain pour expérimenter la perception des risques chez les personnes vulnérables, nécessité d'un dialogue transparent de la part des industriels et des municipalités, prise en compte de la notion de territoire du risque et de gérer le territoire en fonction des risques et de l'attachement au territoire pour une mise en place de solutions efficaces telles que la relocalisation ou les aides financières qui doivent être équitables. Et importance des tables de concertation avec les partenaires, les industriels, les scientifiques, les municipalités et des citoyens quand c'est possible, le plus naïf possible. Et voilà l'approche de participatif qui est revenu très souvent pour caractériser les cibles. Wow. ChatGPT. La version 4.5, ça. Vous n'aviez pas une tâche facile, puis vraiment, vous avez fait ça avec brio, de nous ramener les idées. Une feuille de route aussi. Merci à tout le monde qui a participé. Ouais. Ben, merci beaucoup. Alors, merci. Ça met fin à notre après-midi. Je voudrais, le comité organisateur, on pourra se remercier demain encore, mais je voulais remercier Charles, notre gestionnaire en ligne. Avec des nouvelles compétences, avec tout ça. C'est enregistré. En fait, maintenant, il serait temps de laisser la parole à Philippe, mais je vous avoue que je suis un petit peu inquiète parce qu'à cette heure-ci, le vin et fromage devrait être sur la table et on pourrait trinquer en présence de ça. C'est pas encore arrivé. C'est 16h30. Oui, c'est marqué sur le... C'est 16h30. Ah, bon. Alors, je vous ai pressé pour... Ah, c'est cool. Bon, on vient de gagner 15 minutes. Je ne sais pas, Philippe, si tu voulais attendre le vin pour prendre parole ou si tu y vas maintenant. Il y aller demain, j'aurai quelques mots. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je vous ai raté pendant 1 heure, mais désolé. Donc, ça a été, comme disait, en fait, je vais résumer ce que je voulais dire. Comme disait un de mes mentors, c'est revenu dans les présentations aussi qu'on a eues ce matin, qui ont été très intéressantes. Les gens ne sont pas ignorants, ils sont intelligents. Parfois, ils sont ignorants, mais ils restent intelligents. À partir du moment où on garde ça en tête, c'est comme pour les étudiants, n'est-ce pas, Michela? On est tous à apprendre les uns des autres. Et tu l'as mentionné, je le sais, j'étais pas là, mais je te connais suffisamment, Eric, pour savoir de quoi tu parles. L'apprentissage, en fait, aussi des intervenants pendant les sinistres, c'est extraordinaire. Moi, je vais vous donner quelque chose que j'ai appris depuis le début du risque avec mes collègues. J'ai jamais appris autant l'importance de la météorologie que quand j'ai eu affaire à des gens qui ont été affectés par les événements. Et en particulier, oui, pas juste par les scientifiques, mais aussi par les gens qui travaillent sur le terrain, comme Eric ou d'autres personnes. Ce partage d'informations, il est fondamental. Parce que sans ça, on reste, encore une fois, on en a parlé beaucoup de silos. Je viens de faire une conférence avec le Bloc québécois qui me demandait à savoir c'est quoi les hivers dans le futur, puis le tourisme. La première chose qu'ils ont mentionné, c'est le fun d'avoir le Bloc québécois qui me mentionne, ça, c'est la culture du silo, toutes les sphères gouvernementales, et ça inclut aussi la sphère publique et aussi la sphère académique. J'entendais l'autre jour un de mes collègues dans mon département qui disait « ce serait le fun, je m'adresse aussi aux profs ici, pas juste aux étudiants, parce que les étudiants, vous avez l'occasion de pouvoir pousser les profs. Sortons de nos silos, de la façon dont on a l'habitude d'avoir la compréhension de certaines choses. Tu le mentionnais évidemment tout à l'heure.
Un psychologue, il n'a pas nécessairement, évidemment, la même compréhension de certains termes. Et plus on partagera ça, plus ça va nous permettre d'avoir une compréhension finalement holistique de quoi on parle quand on parle de la gestion des risques. C'est ça l'apprentissage, c'est ça l'intelligence collective. Et je termine là-dessus. Comme on a eu toutes sortes d'événements, tu l'as mentionné tout à l'heure, d'ailleurs je faisais un revue de tout ce qui s'est passé depuis, je dirais, juste une dizaine d'années ou une quinzaine d'années au Québec. Je pense qu'on est l'une des régions du monde à avoir vécu, mais vraiment, on va dire, un éventail d'événements, d'aléas assez particuliers. Ça ne veut pas dire les premiers, il y en a eu aussi d'autres dans le monde, mais on a un apprentissage et des leçons à tirer de tout ce qui s'est passé. Et c'est grâce, en fait, au partage de connaissances, à la fois pratiques sur le terrain, mais aussi scientifiques, qu'on arrive aussi à passer ce stade aussi d'incompréhension ou de juste réflexe de dire, mais c'est pas possible, je serais pas capable. On l'a vu ce matin, il y a aussi une capacité aussi que l'individu aussi, grâce à ce partage d'informations, il y a aussi une résilience des milieux. Tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, je t'en reparlerai parce que tu as allumé des choses, des souvenirs sur notre vécu, mais aussi notre attachement à notre environnement. Donc, pour terminer, puis c'est pas juste le risque, je pense que tu as un gros défi avec Pré-Crisa. On a créé une communion d'idées, de pratiques, d'intelligence collective qu'il faut continuer à faire vivre. Le service météorologique aussi est en train aussi de revoir une partie de ses pratiques et ça, c'est de bon augure. Je pense que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Connaître bien les impacts, ça permettra de mieux orienter évidemment certains types d'alertes et c'est de travailler justement sur le partage des conséquences de tous ces désastres qu'on va être capable justement de bien développer ça. Fait que on n'a peut-être pas aussi, on va dire, développé que dans, par exemple, les Européens, dans le domaine des systèmes d'alerte. Par contre, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur la connaissance de certains types de conséquences qu'il faut continuer à documenter. Parce que là, on va permettre d'améliorer justement notre capacité non seulement à faire face, mais de prévenir ou au moins de prendre action pour être capable de bien informer les gens et la communication, évidemment, efficace et importante. Je termine avant le cocktail pour dire que, d'abord, je remercie Nathalie. C'est un très bel exercice qu'on a fait il y a quelques années, qui continue à renouveler. Plus on sera capable de se parler, de se comprendre, plus on sera aussi capable d'aller plus loin ensemble. Mais ce n'est pas Bernard, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais ça, c'est un exercice qu'il faut continuer à faire. Et pas juste à une occasion de temps en temps, un petit tac-face, mais de façon régulière. Et ça va permettre, j'espère que ça va percoler au niveau des gouvernementales, parce que je termine, on a vraiment terminé. Hier, on parlait de ça avec des collègues. Je pense que tu étais là, Pascal. Comment ça se fait qu'au Québec, on est tellement bon, en intervention, on n'est pas si pire. Tu l'as mentionné tout à l'heure, ce matin, etc. Pas mal aussi en termes d'alerte météo ou au moins il y a la formation. Mais on a une des difficultés qu'il va falloir qu'on surmonte. Cette incapacité à faire bouger nos administrations, à travailler sur l'acceptabilité sociale. Le gouvernement, il va falloir aussi qu'on travaille, nous les scientifiques, avec l'aide de la population et de certains services. Il n'y a aucune discussion qui a été mise en place au sein de la population sur comment s'adapter collectivement au changement climatique. Ce qui a été fait en France, en Allemagne, en Angleterre, dans la plupart de certains pays, ils ont mis en place ces discussions-là pour être capables justement, parce qu'il y a aussi de l'intelligence au sein de la population, il faut se servir. Voilà, je termine là-dessus, mais c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on insiste au cours des prochaines années. On est aussi des citoyens, pas juste aussi des scientifiques ou les gens qui travaillent dans les ministères. Ça prend ça aussi. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui, vraiment. Puis je vous invite vraiment à rester parce qu'il faut continuer d'échanger, mais tout ça dans le plaisir également.
Donc, comme je vous annonçais il y a quelques minutes, là, il y a un petit vin fromage qui va arriver dans quelques minutes. Donc, je vous invite à, de façon informelle, continuer d'échanger, peut-être interpeller nos panélistes, puis de lever votre verre avec nous là, dans quelques minutes.